Merci, Sally. Monsieur le ministre Hervé de Charette, permettez-moi de m'adresser à vous en français, en signe de respect et d'amitié pour tous nos amis étrangers aussi, particulièrement monsieur Hervé de Charette. Monsieur le ministre Hervé de Charette, monsieur le ministre Nino Severiano Teixeira, Excellences, honorables invités, distingués participants. Je suis heureux de participer à cette séance inaugurale du colloque organisé par le Cercle diplomatique sur le thème « Quelle politique pour la Tunisie de demain ?» Quelle politique étrangère pour la Tunisie de demain? Je le suis d'autant plus que ce colloque voit la participation d'éminents panélistes tunisiens et de pays amis. La présence parmi nous de M. Hervé de Charette, grand homme politique français et ami de la Tunisie, est une source de bonheur particulier pour moi. Je félicite le Cercle diplomatique pour cette initiative. Créé initialement en tant que think tank faisant bénéficier de ses analyses l'ancien parti PDP devenu aujourd'hui le Jumhuri, le cercle, je le constate avec beaucoup de satisfaction, ambitionne de devenir un cercle de réflexion ouvert aux différentes sensibilités démocratiques et républicaines dont l'objectif commun est de servir les intérêts de la Tunisie et son image dans le monde. En effet, alors que la classe politique est aujourd'hui presque entièrement absorbée, voire tiraillée par l'élaboration de la nouvelle constitution et la solution des problèmes de la transition, n'est-il pas réconfortant de voir qu'une instance nous invite à nous pencher sur la politique étrangère que la Tunisie doit avoir demain, c'est-à-dire après l'achèvement de la transition. La question se pose en effet de savoir si les bouleversements politiques en cours en Tunisie depuis la révolution du 14 janvier 2011 vont avoir un effet sur les choix extérieurs du pays. La question acquiert d'autant plus d'acuité que ces transformations ont profondément affecté la composition de la classe dirigeante et propulsé au devant de la scène des élites longtemps mises à l'écart de la vie nationale. Permettez-moi donc d'apporter ma contribution à cette interrogation. Je le ferai sur la base des réflexions suivantes. Premièrement, la politique étrangère d'un pays ne s'improvise pas. Elle répond à des constantes liées à son histoire, à sa géographie et aux prédispositions de son peuple. Mais elle est déterminée aussi par les choix stratégiques que font les dirigeants de ce pays à un moment donné de son histoire. Deuxièmement, les principes fondamentaux de la politique étrangère tunisienne ont été posés il y a près de 60 ans par un homme de génie, leader du mouvement national tunisien, réformateur social et fondateur de l'État moderne, Habib Bourguiba. Dès les années 30, Habib Bourguiba avait fondé sa stratégie de libération nationale sur le principe de l'entente et la coopération avec la France, conscient qu'il était du besoin qu'avait son pays de l'aide d'un pays développé pour rattraper son retard. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Bourguiba a pris aussi acte du nouveau poids des États-Unis d'Amérique dans les affaires internationales et a inscrit, depuis ce moment, sa stratégie de libération dans le cadre du monde libre. Ce choix ne devait plus se démentir malgré les tensions internes et régionales qu'il a pu provoquer à l'occasion de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam ou celle du Moyen-Orient. Ces choix ont permis à Bourguiba de mener son pays à l'indépendance, de fonder un État moderne et d'entreprendre des réformes sociales et économiques profondes en comptant sur l'aide et la coopération internationale. Nous pouvons rappeler succinctement les grands principes de la politique étrangère tunisienne tels qu'ils apparaissent des positions de l'État tunisien au cours des 50 dernières années.
respect de l'indépendance, de la souveraineté des États et de la légalité internationale, attachement à nos appartenances géographiques et civilisationnelles, soutien aux causes justes dans le monde, engagement en faveur de la paix et de la coopération internationale. Ces principes ont été le reflet fidèle de la nature du peuple tunisien, faite d'ouverture, de pondération et de respect des autres. Ils ont bien servi le pays dans la mesure où ils lui ont fait gagner de nombreuses amitiés et lui ont permis d'entreprendre son œuvre de développement, d'élever le niveau de vie de sa population, de gagner des parts importantes du marché extérieur en dépit des limites imposées par la taille géographique et les ressources naturelles. Ces principes font désormais partie de notre patrimoine national. Ils sont ceux de la Tunisie éternelle et doivent continuer à inspirer notre politique étrangère d'aujourd'hui et de demain. Troisièmement, la Tunisie connaît aujourd'hui des événements historiques majeurs. La révolution du 14 janvier, qui n'a été au départ qu'une révolte spontanée de jeunes excédés par le chômage et l'exclusion, s'est vite transformée en révolution politique qui a vu s'effondrer en 4 semaines un régime sclérosé et gangréné par la corruption. Cette révolution a soulevé d'immenses espoirs, mais l'instabilité qui en est née, conséquence de l'affaiblissement de l'État, a provoqué un certain attentisme auprès de nos partenaires étrangers et dans le monde des affaires. Attentisme et expectative qui, à leur tour, n'ont pas aidé à la reprise des activités économiques et encore moins à la satisfaction des attentes de la jeunesse et de nos régions. Le pays qui a longtemps affiché une bonne image sur le marché financier international et auprès des organismes financiers internationaux a souffert de rétrogradation successive de sa note souveraine par les agences internationales de cotation et se trouve aujourd'hui confronté à la lourde tâche de rétablir son image extérieure afin de mobiliser les ressources financières ô combien nécessaires aux investissements massifs dans les infrastructures, les équipements collectifs et le soutien aux petites et moyennes entreprises créatrices de richesses et d'emplois. Quatrièmement, aux problèmes socio-économiques et aux difficultés politiques propres à la période de transition se sont ajoutés de nouveaux soucis d'ordre sécuritaire, dus à l'extension dans notre pays du terrorisme djihadiste, fléau qui compte à l'extérieur de solides appuis idéologiques, logistiques et financiers, mais qui trouve à l'intérieur, dans le désœuvrement de notre jeunesse, un terreau fertile. Bien qu'encore marginal et maîtrisé, ce phénomène peut imposer au pays une bataille qui risque d'être longue et coûteuse en l'absence d'une coopération régionale et internationale efficace. Cette bataille doit être menée, cela va sans dire, dans le strict respect de l'indépendance du pays, des droits de l'homme et de l'état de droit. Cinquièmement, quelle ligne directive prioritaire peut-on donc prévoir pour la diplomatie tunisienne de demain? À mon avis, et tout en continuant à respecter les constantes et les principes fondamentaux tels qu'indiqués précédemment, la Tunisie doit inscrire son action dans 3 directions prioritaires, différentes mais complémentaires. D'abord, s'incruster dans la mouvance qui met la démocratie moderne au cœur des rapports intranationaux et internationaux et qui, ce faisant, procède non pas de la violence, de la coercition et l'intervention politique et militaire étrangère, mais par le bon exemple. La coopération, et si besoin se présente, par le recours à la légalité internationale représentée par l'Organisation des Nations Unies. La Tunisie peut d'autant plus se prévaloir de cette démarche qu'elle s'enorgueillit d'avoir mené une révolution pacifique
qui a forcé l'admiration du monde et est sur le point d'établir les bases d'un système démocratique de gouvernance qui réconcilie l'identité nationale avec les normes internationales. En deuxième lieu, il faut que la diplomatie tunisienne appuie d'une manière plus déterminée les efforts de relance économique qu'il sera nécessaire d'engager et œuvre avec plus de moyens au rétablissement de la confiance en notre pays auprès des décideurs, des investisseurs et des visiteurs de pays frères et amis. Enfin, en troisième lieu, il faut que notre diplomatie redevienne un instrument efficace pour défendre les intérêts des Tunisiens établis ou se rendant à l'étranger et ou tentant d'y ouvrir des postes de travail dignes pour ceux qui y sont intéressés. Sixièmement, les lignes directrices prioritaires de notre politique étrangère, telles que je viens de les suggérer, nécessitent un déploiement diplomatique qui romprait avec les approches idéologiques. Un déploiement qui respecterait certes les appartenances dictées par l'histoire et la géographie, mais qui rechercherait aussi de nouveaux ancrages bénéfiques pour le pays dans le cadre d'une diversification devenue une nécessité dans le monde globalisé où nous vivons. Septièmement, sur un plan pratique, ceci veut dire à mes yeux que le Maghreb, réalité géographique, historique et culturelle, tarde à devenir cette réalité économique qui répond aux besoins de décollage de chacune de ces parties et de leur intégration effective dans l'économie mondiale. Le déficit démocratique a longtemps hypothéqué cette construction. Les nouvelles perspectives de démocratisation qui s'offrent aujourd'hui à nos peuples nous offrent une occasion historique pour redynamiser les structures de l'humain. Notre diplomatie doit s'attacher en toute priorité à la réalisation de cette tâche. C'est là l'intérêt de nos peuples et la fidélité à leurs vœux de voir cette aspiration commune enfin réalisée. Le monde arabe constitue une autre profondeur de la Tunisie. Les liens linguistiques et culturels tissés par la géographie et une histoire plusieurs fois séculaire, sinon millénaire, créent les conditions d'une coopération économique bénéfique pour l'ensemble des peuples de la région. Il est à espérer que les perspectives de démocratisation entrouvertes par le printemps arabe, encore en cours dans plusieurs pays, puissent se réaliser et créer ainsi les conditions politiques d'une coopération stable et durable au sud de la Méditerranée. C'est là un deuxième axe auquel doit s'atteler notre diplomatie. Le recouvrement par nos frères palestiniens de leurs droits légitimes, en particulier celui d'avoir leur État indépendant, avec El-Quds comme capitale, doit également rester au cœur des préoccupations de notre diplomatie. Mais les nécessaires correctifs à apporter aux orientations de notre diplomatie ne peuvent nous faire oublier nos acquis, ni les amitiés tissées par l'histoire. L'Europe nous est proche par la géographie. Notre histoire moderne s'est faite d'échanges culturels, scientifiques, linguistiques et commerciaux avec la rive nord de la Méditerranée. L'Union européenne est notre partenaire privilégié. 80% de nos échanges extérieurs se font avec l'Europe. Une colonie tunisienne, forte de plusieurs centaines de milliers de personnes, y réside. Des millions de touristes affluent chaque année dans notre pays, venant de tous les pays européens. Hélas, notice, une part importante de nos marchés extérieurs s'y trouve. Je voudrais ici rendre hommage à la perspicacité de M. Xavier Solana, qui, dans sa stratégie de sécurité européenne, définie en décembre 2003, faisait reposer la sécurité européenne sur deux piliers. Une Europe entourée à l'est et au sud par un chapelet de pays démocratiques et faire de la Méditerranée un espace de prospérité partagée. Malgré la tourmente, les événements en marche dans nos pays
semble indiquer que la démocratisation du sud de la Méditerranée est en passe de se réaliser. Quant à la seconde de ces conditions, il est réaliste de constater que le processus de Barcelone, initié il y a près de 20 ans, n'a pas réussi à en jeter les bases effectives. La révolution tunisienne l'a rappelé avec force, voire avec brutalité. Le modèle de développement basé sur des industries exportatrices, ayant pour avantage comparatif exclusif de bas salaires, payés à une main-d'œuvre non qualifiée, a touché à ses limites et a laissé les jeunes, notamment les jeunes diplômés, sur le pavé. Il est temps de reconsidérer la nature de la coopération et de l'échange entre le Nord et le Sud et de baser nos futures relations sur un véritable transfert de technologies permettant une production à plus grande valeur ajoutée, seule à même de soutenir la compétition internationale et d'intégrer les jeunes diplômés et la main-d'œuvre qualifiée dans le processus de production économique. Le renforcement de notre partenariat et son extension au niveau des régions aidera notre pays à réussir la régionalisation de son économie et lever ainsi l'exclusion qui a frappé la Tunisie profonde. C'est là un troisième axe, on ne peut prioritaire, qui attend nos diplomates de demain. Notre choix prioritaire de consolider et renforcer notre partenariat avec l'Europe ne peut nous faire oublier la nécessité de renforcer nos relations amicales avec des puissances telles que les États-Unis d'Amérique, pays ami, qui a soutenu l'indépendance du pays, a apporté une aide précieuse à sa modernisation et à son développement et qui aujourd'hui appuie notre transition démocratique. Exploration des potentiels de coopération et d'échange avec l'Amérique du Nord, ainsi qu'avec les nouvelles puissances d'Asie, en particulier la République populaire de Chine, la Corée et le Japon, constituent notre orientation pour notre diplomatie. Les pays africains ont un potentiel de développement exceptionnel et constituent une profondeur naturelle de notre pays qui a été longtemps négligée et avec laquelle nous sommes appelés à développer une coopération prioritaire. Enfin, j'ajouterai qu'aucune politique étrangère ne peut réussir sans instrument diplomatique efficace. Je me réfère essentiellement au ministère des Affaires étrangères et à nos postes diplomatiques et consulaires à l'étranger, soumis pendant des décennies à des pressions énormes, allant de la politisation à outrance à la raréfaction des moyens mis à leur disposition, en passant par l'incertitude dans l'évolution des carrières des agents. Ceci n'a pas empêché les cadres du ministère des Affaires étrangères, que je salue ici, à jouer pleinement leur rôle dans la promotion de l'image des intérêts de notre pays. Nous devons continuer l'œuvre de réhabilitation du département et nous devons élargir progressivement le réseau de représentation de la Tunisie dans le monde, notamment en Asie, en Amérique latine, mais surtout en Afrique. Nous devons sécuriser les fonctionnaires du ministère et leur faire confiance pour continuer l'œuvre de leurs illustres prédécesseurs, et nous devons assurer aux plus jeunes parmi eux une formation adéquate, notamment dans les langues étrangères, en particulier l'anglais. Pour conclure, j'avance que la politique étrangère de la Tunisie de demain devra être, à mon avis, une politique attachée à des principes, fidèle à des appartenances historiques et géographiques, prête à s'adapter aux changements intervenus dans le monde et aider à relever les défis sécuritaires, économiques et d'emploi de notre pays. Une politique étrangère pondérée, définie sur la base du consensus national, le plus large, menée dans la cohérence et mise en œuvre avec professionnalisme par une structure diplomatique et consulaire réhabilitée et renforcée. C'est ma vision, c'est mon espoir. Je vous remercie de votre attention.